passer à la suite de ce programme avec Aurélie Blasuto et Marie-Ève Tremblay, les infirmières consultation du service infectieux du CHM, et qui vont nous parler du profil des personnes vivant avec le VIH à Mayotte, ainsi que des particularités de leur prise en soin. Merci beaucoup. Eh ben, c'est tout bon, mon chef. Tout fonctionne. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être là pour nous écouter. Donc, je me présente, on se présente. Aurélie Blasuto, ma chère collègue, et Marie-Ève Tremblay. On est les deux infirmières des consultations externes d'infectiologie au CHM et on s'occupe principalement du suivi des PVVIH, des personnes vivant avec le VIH à Mayotte. Et surtout des particularités du parcours de soins de ces personnes vivant avec le VIH sur le territoire. Je vais... Ah, ça ne fonctionne plus. Oui. Donc on va commencer par voir Mayotte en chiffres, comme l'a fait beaucoup de nos prédécesseurs dans les présentations. C'est quand même assez important parce qu'on a un territoire assez unique, avec des problématiques tout autant uniques. On va voir les caractéristiques de la file active, donc la file active de Mayotte, donc ça veut dire tous les patients qui sont connus séropositifs et donc qui ont accès à un suivi et à des thérapeutiques. Et on reverra aussi les circonstances du diagnostic avec moi-même et puis Aurélie prendra la suite. Donc Mayotte en chiffres. L'âge moyen ici à Mayotte est de 23 ans, donc je disais c'est intéressant de comparer avec les chiffres que vous avez vus dans les états généraux. On est sur quelque chose de complètement différent. On parle de 310 000 habitants officiels, plutôt 500 000 officieux. 1 sur 2 a une nationalité étrangère. 4,7 enfants par femme, donc à peu près 12 000 naissances par an. 77% de tous ces gens vivant sous le seuil de la pauvreté. 32% seulement ayant un diplôme qualifiant à la sortie du système éducatif et 34% de la population qui bénéficie du chômage. Donc ressort ici une bonne précarité globale de la population. Épidémiologie VIH à Mayotte. Donc en 2023, nous avons eu 106 nouveaux patients. Sur les 106 nouveaux patients pris en charge par notre service, 80 nouveaux dépistés. Donc des patients qui ont appris leur séropositivité au cours d'un dépistage. La prévalence sur le territoire, 0,2% en 2023, et les 106 nouveaux patients, ça veut dire environ un nouveau diagnostic tous les 2 jours. Donc pour notre service, ça représente à peu près 10 nouveaux patients par mois à prendre en charge et à inclure dans le suivi et débuter une trithérapie pour chacun d'entre eux. Alors, la file active des personnes vivant avec le VIH à Mayotte, c'est aussi le mode de contamination. Alors ici, c'est déclaratif. Donc, on a 82% de nos patients qui se disent hétérosexuels, 14% homo ou bisexuels. On a 4% de transmission materno-fétale ou transmission mère-enfant. À savoir que sur les 4%, il y en a très peu où la transmission a eu lieu à Mayotte. C'est plutôt la grande majorité qui ont eu une transmission materno-fétale dans un autre pays. À Mayotte, c'est très bien contrôlé parce qu'on a un suivi qui va bien dans cette direction-là, éviter à tout prix une transmission materno-fétale. L'âge moyen de nos patients est de 36 ans et l'année dernière, en 2023, on a atteint un taux d'indétectabilité de 82,3 versus 71 en 2022. Donc on est assez content de nos progrès. On a une majorité de femmes à 61% versus 39 d'hommes. Et depuis le Covid, vous pouvez voir la progression des nouveaux dépistés. À partir de 2022, donc depuis 2 ans et demi, on a une épidémie en cours qui est assez impressionnante. On a doublé les nouveaux dépistages annuels et donc on est concerné par la problématique et on essaie de trouver des solutions que vous verrez au fur et à mesure de la présentation.
Alors, sur les 80 nouveaux dépistés en 2023, un fait assez choquant aussi, on a eu 9 stades SIDA, des stades SIDA qui sont aussi en constante augmentation. Donc ça veut dire que notre patientèle n'a pas un recours aux services de soins aussi rapide qu'on l'aimerait. On dit souvent que la population locale passe entre les mailles du filet. C'est aussi ces gens qui arrivent 10-15 ans plus tard, après avoir été contaminés en moyenne, avec des symptômes cliniques et donc un stade SIDA, donc un stade très avancé de l'infection au VIH. On a dans notre patientèle en moyenne 46 grossesses par an, à savoir que le suivi des femmes enceintes vivant avec le VIH est beaucoup plus soutenu qu'un patient bien contrôlé qui n'est pas en situation de grossesse. Ça va avec le reste de la fécondité de la population globale. Les facteurs de précarité qui ressortent dans notre patientèle, 38% qui sont sans affiliation à la CSSM, sachant qu'il n'y a pas l'AME ni la CMU, donc c'est des patients qui tout simplement n'ont pas de couverture médicale. 27% de notre patientèle en situation irrégulière, donc qui sont à risque de se faire contrôler par la police aux frontières et qui n'ont pas accès justement à l'affiliation, à des logements adéquats. Et donc 7% qui n'a tout simplement pas de logement. Donc toujours cette grande précarité qui ressort. Les origines géographiques mondiales et locales. Alors j'espère que, d'ailleurs j'aurais dû le dire dès le début, j'espère que Monsieur Veloux du conseil départemental nous entend parce qu'il a posé la question qui sont ces gens qui ont le VIH, et j'aimerais ici qu'on entende ne pas faire d'amalgame. On a effectivement 32,3% de notre patientèle qui est en provenance des Comores, 24,5% en provenance de Madagascar, 20% est un chiffre en constante augmentation en provenance de l'Afrique subsaharienne, 16% environ de Mahorais, natifs du territoire, et 5,7% de la France hexagonale. À savoir que les gens en provenance d'autres pays sont plus rapidement au contact des associations et des acteurs du terrain qui peuvent proposer un dépistage. D'où ce que je disais plus tôt dans la présentation, la population locale passe entre les mailles du filet parce que les gens qui ont une bonne situation générale ne vont pas forcément vers le dépistage régulier ou au contact des associations qui pourraient éventuellement leur proposer un dépistage. Donc c'est pas parce que l'épidémie vient d'ailleurs, c'est parce que les gens d'ailleurs peuvent être plus facilement intégrés dans le parcours de soins, si on peut dire. Les origines géographiques locales, c'est-à-dire d'où sur l'île viennent nos patients. J'ai perdu ma présentation. Alors, ce qui est un chiffre qui est assez significatif, donc on n'a que 52,3% de notre patientèle qui provient du Grand Mamoudzou. Ce qui veut dire que les 48 autres pourcents doivent faire le trajet depuis les autres secteurs de l'île, ce qui peut représenter jusqu'à 1h30 de trajet pour venir se faire soigner au Grand Mamoudzou, où se trouve l'hôpital et du coup le service d'infectiologie qui les prend en charge. Les circonstances de diagnostic de notre patientèle, on a une grande majorité quand même, et c'est intéressant, 37% de dépistage volontaire. Alors que ce soit quelqu'un de lambda qui va au Cégide pour faire un bilan de santé IST, ou on parle de dépistage volontaire, tous les primo-arrivants dont je parlais tout à l'heure qui sont en contact des associations et qui sont amenés à faire un dépistage avec leur consentement. Donc ça, c'est 37% de notre patientèle. 27,6%, un pourcentage qui parle aussi beaucoup, par le biais des grossesses. Donc toute femme en situation de grossesse avec un suivi régulier doit faire une sérologie tous les trimestres, ce qui nous amène énormément de cas positifs parce que c'est encore une occasion de se faire dépister. On a 18,9% de nos patients qui viennent pour signes cliniques, donc ça c'est assez important. Ça veut dire potentiellement des patients qui ont atteint le stade terminal de l'infection à VIH, donc le stade SIDA. On a 10,8% de reprise de suivi avec les mouvements sur le territoire et les gens qui viennent pour travailler ou pour diverses raisons. Reprise de suivi d'ailleurs dans le monde. Peu de transmission materno-fétale et puis des non déterminés, des patients qu'on n'arrive pas à retracer l'histoire de la maladie. Et je vous laisse avec Aurélie pour les particularités de la prise en soin des personnes vivant avec le VIH à Mayotte. Merci. Ça fonctionne du coup ? Merci. On a encore perdu la présentation.
Du coup, dans la particularité de la prise en soin des PVVIH, désolé encore, docteur Tardy, à Mayotte. Donc, on va vous expliquer un petit peu comment se passe le parcours de soins dans notre service d'infectiologie avec qui on collabore, le suivi type de nos patients et nos patientes, le coût et les freins à ce suivi, les facteurs de précarité. On va faire un petit zoom sur notre patientèle qui est précarisée, les besoins fondamentaux de tout un chacun, tout à chacune, versus les besoins à Mayotte. On fait un tout petit écart sur l'allaitement maternel, mais c'est une présentation qui aura lieu dans la suite du colloque qui sera beaucoup plus élargie et plus étoffée. Et puis l'état des lieux qu'on a actuellement et les pistes d'amélioration qu'on aimerait apporter dans notre service et pour les habitants de Mayotte. Ça marche pas du tout. Donc les ressources humaines actuelles de notre service, donc on est deux infirmières diplômées à plein temps. Il y a 2 à 3 infectiologues en moyenne sur une année. Actuellement, on est plutôt gâtés. On a des infectiologues qui restent là un peu plus longtemps, mais il y a aussi beaucoup de turnover dans notre service. On a 4 à 7 plages de consultation par semaine du coup. On a un assistant social, comme les déterminants psychosociaux sont très larges chez nos patients. Donc on a un assistant social qui nous prête aussi du temps, on a 2 permanences de 3 heures par semaine, une magnifique psychologue qui est là sur rendez-vous et qui s'occupe de notre patientèle, et 2 secrétaires à temps plein. Il nous manquerait évidemment un patient expert, un médiatrice en santé, qui nous aiderait beaucoup dans le lien qu'on peut faire entre notre service, les associatifs, donc toujours dans cet esprit d'aller vers. Et on collabore du coup avec 4 associations principalement, donc Narikem Sada, Fahamou Maïcha, la Croix-Rouge française et la POPAM, pour tout ce qui est lien entre notre service et notre file active des PVVIH. Donc ils font beaucoup de liens avec nos patients. Ils s'organisent aussi pour le transport. Comme vous a montré tout à l'heure, il y a à peu près 50% de notre file active qui habite en dehors du Grand Mamoudzou, donc qui doit se déplacer pour un certain nombre de facteurs qu'on vous expliquera après. C'est difficile pour elles. Il y a un renoncement des soins à cause de ça. Donc ils nous aident pour le transport, pour la traduction, l'interprétariat aussi, le soutien, comme le disait Monsef tout à l'heure, à la distribution des bons alimentaires et le lait maternel, puisqu'actuellement les PVVIH ne peuvent pas allaiter naturellement. Et la POPAM qui nous aide aussi dans le lien avec nos patients qui ont besoin d'un accompagnement d'addictologie et qui ont actuellement un lieu d'accueil de jour. Donc le suivi type des PVVIH à Mayotte, voilà, ça va être ça. Donc une première sérologie qui est positive, qui nous est référée soit par les PMI, les sages-femmes pour les suivis de grossesse, le médecin traitant, le CEGID, les dispensaires, le CHM, mais aussi, et je ne l'ai pas mis, excusez-moi, il y a les associatifs, donc qui font des dépistages volontaires. Tout ça nous est référé. Donc en infectiologie directement. Quand on nous les réfère et qu'on n'a pas deuxième sérologie, on fait un TROD qui confirme la pathologie. Et puis, si c'est négatif, on est dans le rappel des protections, des comment se prémunir d'une éventuelle infection et d'aller se faire dépister régulièrement. Donc, rappel de prévention, promotion de la santé. Si le TROD est positif, eh bien là, on commence directement à faire un premier bilan thérapeutique et l'inclusion directe. On évalue aussi les besoins du patient ou de la patiente avec une proposition d'aller vers l'assistant social, référé aux associatifs, référé à la psychologue. Si c'est une personne avec un bon état général, donc on va faire ce premier bilan et 2 semaines après, donc ça nécessite quand même une prise en charge rapide, peu espacée, 15 jours après, il verra le médecin avec toutes les analyses et il y aura une inclusion thérapeutique avec un suivi à M3, M1, M3 et M6, pardon. Et puis, pareil, si c'est en cours de grossesse, là, il y aura un suivi mensuel, mais l'inclusion thérapeutique, elle se fait en général aussi le jour même. Donc voilà, ça, c'est un peu pour résumer la slide d'avant qui était peut-être un petit peu pénible. Donc, on fait un entretien d'annonce diagnostique si on a ces 2 sérologies positives, une anamnèse de la situation de la personne, une ETP individuelle, l'évaluation des besoins donc psychologiques et sociaux en priorité. Mais par la suite, dans le suivi, on fait une évaluation un peu plus large. Donc c'est vraiment évaluation des besoins urgents,
On fait ce fameux bilan sanguin. Et puis, on fait de la réduction des risques, c'est le thème de ce colloque aussi. Donc, en demandant... on distribue des préservatifs à la consultation, entre autres. Par exemple. Et puis on fait un petit tour au niveau de la santé sexuelle, mais ça, c'est toujours un peu délicat. On n'a pas la place et les ressources humaines et physiques pour bien aborder ce sujet, et c'est très dommage. Donc un petit zoom sur notre file active qui est précarisée. Donc on parle des 30% de notre file active, avec des facteurs de précarité. Donc, des personnes primo-arrivantes ont déjà un statut un peu précaire dû à la migration qui peut être sanitaire ou économique. Ces personnes qui arrivent, qui n'ont pas de logement. Il y a une association ici à Mayotte qui s'appelle Solidarité Mayotte qui offre à certaines personnes un logement assez rapide quand elles sont en cours d'une demande d'asile. Mais sinon, on a peu d'offres de logement. Il y a un souci avec l'alimentation. Donc ces personnes-là ne vont pas être focalisées sur leur bien-être de santé physique, mais plutôt sur le bien-être de leur santé mentale et comment arriver au bout de la journée en étant logé et en étant nourri. Pour trouver un logement, souvent, il y a des emplois précaires, souvent informels, non déclarés, ou alors, comme on en parlait plus tôt, beaucoup de prostitution de subsistance qui mènent à des rapports à risque et des violences sexuelles. Au niveau de l'alimentation, on essaye de pallier à ça en déléguant vers les associatifs pour leur offrir des bons alimentaires. Et on a un énorme problème de régularisation et d'administration. Pour le parcours de demande d'asile, c'est très long, mais ça se fait. Il y a un bon suivi avec l'association Solidarité Mayotte. Par contre, le parcours de titre de séjour pour étrangers malades est extrêmement long, complexe, les dossiers sont oubliés, donc on a beaucoup de mal avec l'OFI et la préfecture pour que ces patients soient régularisés pour avoir un parcours de soins et un suivi qui soit optimal. Et puis c'est des patients, quand ils ne sont pas régularisés, qui n'ont pas accès à la Sécu, et comme l'a dit Marie-Ève, il n'y a pas d'EME, pas de CMU, donc là aussi c'est très compliqué. Ces patients, ils peuvent venir à l'hôpital pour chercher leur traitement, mais ça leur fait encore un trajet en plus pour aller chercher leurs médicaments chaque mois, avec un coût et une peur du trajet. Donc voilà, le coût du suivi chronique, il est financier. Donc il y a toute la moitié de notre file active qui doit se déplacer en taxi. Et on sait que le taxi coûte cher, qu'il faut du coup peut-être garder les enfants, que l'emploi informel, on va avoir du mal, ils vont avoir du mal à justifier leur temps d'arrêt pour aller à leur rendez-vous. Et du coup, c'est les remarques qu'on a souvent. Pourquoi vous n'êtes pas venu à notre rendez-vous? C'est pour ces 3 points au niveau financier. Au niveau temporel, à Mayotte, c'est la durée du trajet, beaucoup d'embouteillages. On a des plages de consultation, mais voilà, nos patients, ils arrivent à 6h du matin parce qu'il faut partir à 4h pour éviter la PAF et pour pas qu'il y ait d'embouteillage. Il y a beaucoup d'attentes au rendez-vous. Et puis pour les patients qui n'ont pas la Sécu, c'est encore une attente supplémentaire à la pharmacie, puisque tous les non-affiliés vont chercher, et avec des traitements chroniques, vont chercher leurs médicaments à la pharmacie de l'hôpital. Et puis actuellement, on a une machine pour tester les CD4, pour cette technicité, mais on a une machine qui fait les bilans que le mardi. Du coup, ça, c'est aussi un inconvénient temporel qu'on a ici à Mayotte, c'est qu'on fait venir tous nos patients que le mardi matin pour leur bilan sanguin. Et puis au niveau des risques, je le répète, c'est l'interpellation par la PAF qui représente un énorme risque pour ce tiers de la file active qui est précarisée, et puis agression et vol sur les trajets. Tout ça, ça représente, et du coup, ça précarise aussi l'état de santé mentale et les ressources du patient qui sont épuisées. Au niveau des besoins fondamentaux, on s'est appuyé sur la théorie de Maslow avec les besoins psychologiques, sécurité, appartenance, estime et le besoin de s'accomplir. Et puis on a essayé de mettre en lien tous ces besoins avec les besoins et les problématiques réelles ici à Mayotte. Du coup, je me rapproche un peu parce que c'est écrit petit et j'ai pas une super vue.
Du coup, ici, dans les besoins physiologiques, donc on n'aura pas d'accès à l'eau potable et des absences d'installations sanitaires, donc on parle des latrines, des revenus instables, le coût élevé des denrées alimentaires et les perturbations du sommeil, souvent qui sont liées à soit l'absence de logement, soit les agressions pendant la nuit, soit se lever tôt pour aller à ses rendez-vous le matin. Au niveau des besoins de sécurité, il y a l'insécurité permanente à Mayotte, ou en tout cas ce risque d'être agressé. J'essaie de trouver une position un peu plus correcte, pardon. Pas d'accès ou peu d'offres d'emploi. Donc je vous reparle de ces emplois informels et surtout de cette prostitution de subsistance. Pas de transport public, donc il y a pas. Et puis même quand il y a des bus, il y a un risque d'insécurité. Le choc culturel pour les patients pour les personnes qui ne viennent pas de Mayotte. La barrière de la langue. Pas d'accès à un logement salubre, les agressions sexuelles, le risque d'interpellation par la PAF encore. Au niveau du besoin d'appartenance, c'est souvent qu'il y a un éclatement familial, soit par rapport au statut sérologique, soit par rapport à la migration. Du coup, l'absence de réseau aussi. On parlait beaucoup des associatifs dans les états généraux, qu'il y avait quand même beaucoup dans les personnes qui ont répondu d'appartenance à des associations. Ici, c'est vrai que ce n'est pas vraiment le cas. On en est ici. L'absence d'intimité, souvent, des personnes qui vivent avec d'autres personnes dans une même chambre, ou en tout cas qui n'ont pas de toit sur la tête. Beaucoup de xénophobie. Il y a le communautarisme aussi qui est assez représentatif ici à Mayotte. Comme le disait la personne tout à l'heure, on appartient à une communauté, à un village, à des parents. La polygamie qui fait que il y a peu de sécurité au niveau de la sexualité et aussi beaucoup de tabous par rapport à une séropositivité. Dans le besoin d'estime, donc on va avoir la complexité du lien de confiance avec les soignants. On en parlait aussi tout à l'heure dans les états généraux, mais c'est vrai qu'il y a cette sérophobie aussi au niveau des soignants et des soignantes et au niveau médical éventuellement. Beaucoup de tabous au niveau de la communauté qui mènent à beaucoup de discrimination. Il peut y avoir de la diffamation et malheureusement aussi on a très peu d'associatifs qui sont un soutien ici. Donc, il y a les associatifs que je vous ai décrits tout à l'heure, mais il y a aussi un gros tabou autour de ça. Peur du rejet de la société et ce syndrome insulaire qui vient un peu entourer tout ça. Et puis le besoin de s'accomplir, vous voyez qu'en montant dans la pyramide, le besoin de s'accomplir, je pense que c'est un des derniers besoins qui est vraiment priorisé par nos patients et nos patientes, parce que la majorité de la problématique est dans le premier étage de la pyramide et ce sont les besoins physiologiques. Je vais repasser la parole à Marie-Ève qui va vous parler de l'allaitement à Mayotte. Oui, du coup, comme disait Aurélie, je vais faire vite fait un petit topo parce qu'on est ravis. On a appris en juin que les recommandations avaient été revues à la hausse, en tout cas pour notre patientèle, donc beaucoup plus à l'avantage des femmes séropositives. Ceci dit, sur Mayotte, on est face à des problématiques, comme je disais précédemment, assez uniques. Donc certes, l'allaitement maternel chez les séropositives, mais dans quel contexte ? Les recommandations sont alignées avec les pays européens parce qu'on est français. Par contre, sur le terrain, on est beaucoup plus face à des problématiques qui relèvent des recommandations des pays en voie de développement comme l'Afrique subsaharienne. Donc on se retrouve ici, si je puis me permettre, un peu entre deux chaises où certes on est français, on a envie d'aller vers l'allaitement maternel, mais on se retrouve avec un contexte qui est toujours le mot précaire. On a l'accès à l'eau potable qui est compliqué, la distribution de lait aléatoire par la Croix-Rouge, le manque d'hygiène du matériel d'allaitement et la précarité de logement et l'instabilité surtout. Alors
d'un côté, on a envie de dire l'allaitement, ça pourrait tout changer, mais d'un autre côté, quand on se retrouve sur un territoire où le risque de rupture de traitement pour des causes diverses et variées, que ce soit les mouvements sociaux, que ce soit de se déplacer sur le territoire, l'insécurité, le manque de moyens, de dire à une femme séropositive de prendre le risque d'allaiter son enfant et de, malgré toute la bonne volonté qu'elle a envie d'y mettre, se retrouver dans une situation où elle fait prendre un risque à son nouveau-né, on est très motivé à le mettre en place, mais il faut se laisser le temps de bien faire les choses parce que l'enjeu est énorme. Et il faut qu'on se rassemble entre professionnels de santé concernés par la question pour faire un protocole qui soit adéquat au territoire et ne pas se lancer trop vite en affaires et ne pas non plus de tenir compte de cette zone grise entre les pays développés, les pays en voie de développement et la situation de Mayotte entre les deux vis-à-vis de l'allaitement maternel. Se pose aussi beaucoup la question vis-à-vis des migrations de l'Afrique de l'Est et des Grands Lacs où là-bas, du coup, les femmes peuvent allaiter depuis toujours parce que le risque est moindre que de donner des préparations lactées avec de l'eau impropre à la consommation. On a une mixité sociale qui vraiment pose problème pour ce genre de prise de décision. Mais en tout cas, notre motivation est là et le contexte n'est pas facile, mais on devrait arriver à faire des grandes choses. Et j'ai très hâte de voir la présentation à venir sur l'allaitement qui sera beaucoup plus, comme a dit Aurélie, étoffée que la nôtre. Ça résume ce que j'ai dit. Hein. Donc l'allaitement, oui, artificiel ou maternel. Si on décidait de mettre en place l'allaitement maternel, c'est maximum 6 mois pour les séropositives et allaitement maternel exclusif. On ne peut pas faire de mélange avec introduire des aliments solides ou des préparations lactées. Et donc il faudra que ce soit très contrôlé avec un suivi très 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 rapproché de la maman principalement, mais aussi du nourrisson. À savoir que les services de santé à Mayotte ne sont pas toujours très stables en fonction du personnel disponible sur le terrain. Quand on arrivera à tout mettre ça en place, on pourra effectivement penser à un allaitement maternel et on en sera ravis. Donc je passe parce que ce sera mieux maîtrisé par l'intervenant à venir. Je vais enchaîner avec, si la présentation le veut bien, la conclusion. Mais la présentation ne veut pas. Est-ce que là-bas, vous arrivez... Ah, pour terminer. Ça y est. Alors, l'état des lieux. Donc, ce qu'on fait déjà aujourd'hui en consultation d'infectiologie, c'est beaucoup de soutien aux démarches administratives avec l'assistance sociale, de l'accueil inconditionnel. Donc, on est dans un contexte où il faut s'adapter à notre population. Les gens ici ont besoin d'un gros soutien, que ce soit bio-psychosocial. Il faut s'adapter à leurs besoins. On voit les gens sans rendez-vous, on essaie de sortir des formalités de métropole. Ici, on fait en fonction de notre patientèle. Des séances d'évaluation des besoins plus individuelles. On essaie de travailler en groupe avec les tabous, c'est pas facile, peut-être un jour on y arrivera mieux. La ligne téléphonique directe est un atout de notre service. On a enlevé les uniformes parce que la tenue hospitalière, ça freine beaucoup les gens. On essaie d'être plutôt dans une approche familière. On fait beaucoup de coordination et on joue un rôle d'infirmière pivot qui fait la différence, on pense, parce qu'on voit une amélioration quand même de l'observance de nos patients et puis de l'adhérence au parcours de soins. La collaboration avec les associatifs a développé toujours plus dès qu'on peut et ce genre de colloque nous aide beaucoup dans notre démarche pour amener du soutien à nos patients de formes diverses et variées, l'aide au transport, l'interprétariat, la distribution des bons alimentaires, comme le disait Aurélie tout à l'heure, et l'approche communautaire, le aller vers, sortir des murs de l'hôpital. On fait beaucoup de coordination extra-hospitalière aussi avec les structures avec lesquelles on se doit de collaborer ou en tout cas de traiter des dossiers. Donc le CRA, l'OFI, les dispensaires, les PMI, les sages-femmes libérales, tout ce qui est en dehors des murs de l'hôpital, très important de garder le lien. On a délocalisé récemment nos bilans sanguins pour pouvoir se rapprocher de notre patientèle. Donc tous les dispensaires qui sont situés aux 4 coins de l'île peuvent aujourd'hui offrir à nos patients de faire leur prélèvement semestriel dans les murs des dispensaires.
On essaie de faire de la formation intra- et extra-hospitalière. Comme le disait tout à l'heure Françoise Thune sur les états généraux, très important de redévelopper les réflexes auprès des soignants. Parce qu'effectivement, le VIH, c'est plus aussi grave que c'était dans les années 80. Et les gens ont tendance à oublier la réalité, et surtout ici à Mayotte avec l'épidémie en cours. Donc, redévelopper les réflexes, que tout le monde soit attentif aux signes, et puis surtout que la problématique concerne tout le monde et qu'on amène le plus de gens au dépistage et à en parler, et puis aussi à baisser les tabous sur la question. Donc il reste énormément de pistes d'amélioration. Un jour, on arrivera à faire tout ça et on sera épanoui. On aimerait très fort avoir un 3e poste d'infirmière pour pouvoir mettre beaucoup de choses en place, entre autres des visites à domicile de soutien dans les premiers mois du suivi pour vraiment fidéliser, si je puis dire, notre patientèle, et puis qu'on soit vu vraiment comme un premier répondant dans leur quotidien pour leurs besoins, qui développent le réflexe de venir nous voir quand ça va pas et pas de nous fuir, parce qu'il y a la phobie de l'hôpital quand même qui est assez forte sur le territoire. On aimerait beaucoup un poste de médiateur en santé. On aimerait monter ces ateliers et séances de groupe dont je parlais dans différentes langues pour pouvoir toucher différents publics. Former beaucoup de patients experts, parce que c'est l'avenir, vraiment la formation, l'information par les pairs et le soutien par les pairs de notre patientèle, c'est un élément clé. Notre programme d'ETP, bon déjà il faudrait monter le programme d'ETP et être tous formés. Pareil, l'accès à la formation à Mayotte, c'est pas toujours facile, mais on y travaille fort pour pouvoir fournir une offre d'éducation thérapeutique à nos patients et ainsi favoriser l'état de santé de tout le monde. Et on aimerait aussi délocaliser nos consultations médico-soignantes dans un avenir pas très loin pour pouvoir se rapprocher encore une fois de notre patientèle le plus possible. Et sur ce, merci beaucoup pour votre présence et votre écoute. Marhaba Nyengi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai pas de questions, mais j'ai une remarque parce que je suis assez surprise Merci pour la présentation. Je fais un parallèle avec ce qui avait été présenté avant, où pour moi, en fait, dans ce qui avait été présenté, en fait, ce qui touchait aux personnes migrantes, pour moi, c'était une sous-thématique. Quand je vois votre diapo, je vois en fait que tout le travail qui est fait auprès des personnes migrantes, en fait, c'est un peu au cœur par rapport à vos stats. Donc ça, moi, je suis surprise. Vous avez soulevé un point où vous avez dit que les femmes enceintes du coup se font diagnostiquer pendant leur premier trimestre, ce qui permet de révéler qu'elles ont soit le VIH, soit le SIDA. Mais quand je vois la proportion d'hommes, je me demande est-ce que ça reflète vraiment la réalité, quoi. Non, le problème à Mayotte, c'est que c'est fort. C'est qu'il y a énormément il y a des populations qui passent vraiment entre les mailles du filet. Et quand je dis de ne pas faire d'amalgame entre la provenance de nos patients et notre file active, c'est vraiment parce que ces gens qui passent entre les mailles du filet ne sont pas représentés dans nos chiffres parce qu'ils ne sont pas amenés au dépistage. Et c'est là où il faut inverser la tendance, former des dépisteurs sur le terrain et assurer une offre de service qui touche vraiment tout le monde et pas que les populations précarisées. Et ma dernière question, du coup, est-ce qu'il y a dans leur parcours de vie, les hommes ont des moments, comme les femmes enceintes, où ils se feraient tester ? Soit ils ont une conscience du risque et ils vont au Cégide, soit ils viennent avec beaucoup des symptômes cliniques. C'est assez connu de manière générale que les hommes sont moins à l'écoute de leur souffrance aussi physique. Ils attendent quand même très tard avant de dire peut-être il faudrait que j'aille consulter quelqu'un. Et c'est ce qui fait que ça prend beaucoup de recul. En tout cas, les hommes sont moins représentés par rapport aux femmes. Mais un jour, ça viendra à force de communication et en travaillant. Les associations font un super travail à ce niveau-là. Aller chercher tout le monde partout, c'est ce qu'il faut faire. Merci pour votre réponse. De rien. Et même les partenaires, quand on a des femmes qui viennent se faire dépister et puis on commence l'inclusion, on a du mal à faire venir aussi les partenaires. Et souvent, comme c'est des femmes qui se font dépister, les hommes sont un peu laissés
de côté. Ouais, du coup, là, ici. Là. Donc moi, je m'appelle Guillaume, je suis assistant social, pour qu'on sache un peu d'où je parle. Je voulais déjà un peu appuyer tout ce que vous disiez sur les questions de la difficulté des personnes en situation de précarité, d'accès aux soins, à l'observance. Enfin, c'est assez terrible, effectivement, quand elles sont un peu éloignées de Mamoudzou, d'aller sur site. Il y a quand même la question effectivement des transports, de la PAF, etc. Et puis aussi le fait que la pharmacie distribue des traitements sur 1 mois, là où une personne qui est affiliée à la sécurité sociale, quand elle va en pharmacie privée, il y a un traitement sur 3 mois. Donc c'est une différence qui finalement n'est pas très cohérente avec les problématiques des uns et des autres. Et donc voilà, c'est vrai que c'est très 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 compliqué pour les personnes même qui sont engagées dans leur tête dans un processus de soins, de pouvoir le vivre réellement pour toutes les raisons que vous avez citées. Et du coup voilà. Après j'avais une autre question sur... Est-ce qu'il y a un lien, en fait, on a vu qu'en 2022, il y avait une augmentation quasi exponentielle en fait, des cas repérés. Est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de dépistage? Est-ce que c'est parce que l'épidémie augmente? Est-ce que vous avez un peu une vue là-dessus? Est-ce que c'est plutôt parce qu'on dépiste beaucoup plus, donc de fait on trouve beaucoup plus? Ou est-ce que c'est parce que l'épidémie a une recrudescence depuis 2022? Dépistage, beaucoup. Moi, très honnêtement, je dirais les deux. Le virus circule certainement davantage et effectivement, il y a plus de dépistage, mais comme on a vu, c'est pas tout le monde qui est dépisté par le dépistage volontaire. Donc les grossesses, par exemple, n'ont pas forcément évolué et on a beaucoup plus de cas qui proviennent de grossesses. Donc le virus circule plus, mais il y a aussi effectivement plus de dépistage. Donc un cumul des deux qui fait que du coup, les taux ont augmenté de façon exponentielle dans les 2 dernières années. Alors j'avais aussi une autre... c'est pas fini, désolé, je suis bavard. J'avais aussi une autre question, la question du lien avec la médecine générale, parce que dans vos diapos, vous parlez beaucoup du secteur associatif. Une personne qui serait repérée en fait par un dépistage en laboratoire privé, qui du coup en fait aurait son résultat et charge à lui, ou en fait au médecin généraliste plutôt, de faire le travail avec lui. Est-ce qu'eux sont informés sur comment on contacte le service infectio quand on n'est pas du coup repéré par une asso, comment ça va se passer le parcours de soins, comment on peut rassurer sur la question de confidentialité, etc. Et puis aussi sur la question des représentations des médecins sur ce que c'est que la maladie aujourd'hui. Je fais référence à ce qu'il y a pu se dire tout à l'heure dans l'autre intervention, où il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas en fait très connues. Et les médecins, ce n'est pas ceux qui ont le plus accès à la formation continue. Donc voilà aussi comment le lien est fait avec eux sur le territoire pour toutes ces personnes. Et je me dis que ça peut peut-être expliquer aussi à un moment donné la difficulté de repérage des populations mahoraises, qui sont aussi celles qui sont françaises, qui ont accès à la Sécu, qui vont aux médecins de ville et pas aux dispensaires. Enfin, voilà. Est-ce que c'est une question aussi qui se pose sur comment est-ce qu'on forme, comment est-ce qu'on fait de la prévention auprès des médecins, qui sont sûrement eux aussi au contact d'une population qui se découvrent atteintes du VIH? On a très très envie de faire de la formation extra-hospitalière. Donc c'est vrai on a mis dans les PMI, dans les dispensaires, etc. Mais c'est vrai que les médecins traitants, même s'ils ne sont pas très nombreux sur l'île, les médecins, on aimerait beaucoup aller vers eux. On a des médecins généralistes, en fait, quand ils reçoivent des patients avec une sérologie positive parce qu'ils ont fait un bilan de santé générale, ils ne nous appellent pas spécifiquement. Ce qui se passe, c'est qu'ils remettent souvent les résultats aux patients. Et c'est le patient qui doit faire la démarche de venir nous trouver. C'est pour ça qu'on explique souvent à nos partenaires extra-hospitaliers que c'est mieux de rien dire à la personne. C'est discutable éthiquement, mais on demande de rien dire à la personne, qu'elle arrive chez nous et qu'on fasse la confirmation de diagnostic à ce moment-là, parce qu'on a beaucoup de perdus de vue en fait entre ce moment où il y a une première sérologie positive, le médecin dit « Ah oui, vous avez le sida, il faut aller à la consultation VIH ». Et en fait, la personne panique, j'imagine, et on la voit jamais. C'est arrivé 2-3 fois. Mais oui, ça fait partie de nos projets, du moment où on aura assez de ressources humaines pour aller informer les collaborateuristes de l'île. C'est sûr que ce serait bien. Mais tous les suivis, par contre, se font à la consultation avec les infectiologues. Et puis, il y a la PrEP aussi. On a un nouvel infectiologue qui doit nous aider aussi à développer la PrEP sur l'île parce que c'est un bon moyen de prévention et de protection de la population. Ok, merci. Il y avait une question là-bas. Bonjour, merci pour votre présentation à toutes deux. Donc moi je suis Fatima Le Griguer, je suis psychologue clinicienne dans un hôpital et responsable d'une unité de psychotraumatisme. Donc je me demandais quel était, dans le parcours que vous avez défini au niveau médical essentiellement,
la place et les liens que vous pouvez faire avec les agressions sexuelles, la violence conjugale, ce qu'on appelle le betrayal trauma, qui est aussi en lien avec quelque chose de l'ordre de la trahison. Vous avez parlé de polygamie. Donc ce contexte-là, est-ce que vous y avez pensé? Est-ce que vous avez des orientations possibles ici ou pas? Alors moi j'aime à dire qu'on fait beaucoup de colmatage de fuite à Mayotte parce que si vous avez pu comprendre, le problème de ressources humaines est assez récurrent dans les prises en charge des patientèles sur le territoire. On arrive quand même avec le support des associations, avec la psychologue qui nous accorde beaucoup de temps à l'hôpital, à répartir les problématiques psychologiques à différents professionnels pour qu'il y ait un suivi, et que ce soit l'association de soutien aux victimes de violences, la psychologue de Solidarité Mayotte, la psychologue de notre service. Je ne veux pas oublier personne, mais je nomme des exemples. On essaie le plus possible d'orienter notre patientèle vers quelqu'un, en tout cas de ne pas laisser la problématique sans prise en charge, mais on n'a pas... Ce serait à travailler énormément. Il y a beaucoup de place au progrès, mais c'est les ressources humaines qui peuvent faire la différence. Mais en tout cas, on est bien conscient de la problématique de notre patientèle, parce qu'en plus, en ayant des parcours migratoires assez compliqués pour beaucoup d'entre eux, ou même des parcours de vie en étant né à Mayotte, comme vous disiez, révéler son statut à son partenaire, il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte pour nos patients. Avec l'annonce diagnostique, effectivement, on a besoin de plein de bras et de têtes pour gérer tout ça. En attendant, on arrive quand même à couvrir les urgences déjà, mais on en est bien conscient et on s'améliorera, on espère. Bonjour, merci pour cette excellente présentation. J'avais une question sur, est-ce qu'il n'y a qu'au CHM qu'on prend en charge les personnes vivant avec le VIH, puisqu'il y a 38% des gens qui n'ont pas de sécurité sociale, donc je comprends que l'hôpital leur fournisse les médicaments, mais il y en a 60% qui ont la sécurité sociale et donc qui sont dans le droit commun. Est-ce qu'il y a d'autres professionnels de santé, médecins ou autres, en dehors de l'hôpital, qui prennent en charge des personnes vivant avec le VIH? Il y a d'autres structures de santé, même publiques, sur l'île. J'ai compris que vous aviez déjà bien délocalisé la prise en charge pour la prise de sang. Donc déjà, c'est un bon premier pas vers les personnes qui ont du mal à se déplacer. Mais est-ce qu'en dehors de l'acte technique de la prise de sang, est-ce qu'il y a d'autres lieux à votre connaissance? Ou est-ce que vous êtes la file active exclusive de l'île? Ou est-ce qu'il y a des personnes qui sont en dehors complètement de votre maillage de... Voilà. Bah nous, on est malheureusement... Tout est centralisé à Mamoudzou et la consultation d'infectiologie suit tous les PVVIH de Mayotte. Malheureusement, et comme l'a fait ressortir les états généraux tout à l'heure, les professionnels de la santé ne sont pas formés pour accueillir et pour faire le suivi des PVVIH, malheureusement. Même si c'est vrai que comme on a une patientèle qui a quand même la sécurité sociale et qui rentre dans le droit commun, ce serait très intéressant de diversifier un peu. Et puis il y a la question du tabou aussi. Beaucoup de PVVIH veulent que le cercle médico-soignant soit plutôt restreint et du coup, même dans les bilans sanguins délocalisés, quand on propose ça à nos patients et nos patientes, souvent, même s'ils habitent à l'autre bout de l'île, ils préfèrent venir nous voir le mardi matin très tôt pour maximiser l'anonymat. Juste, bravo à toutes les deux pour votre boulot, vraiment. Juste sur le grand truc sur l'allaitement maternel, j'ai vu où c'est ma vue, ce qui peut arriver à mon âge, j'ai vu charge virale supérieure à 50. C'est inférieur à 50. Hein. Oui. Alors les CD4, j'ai compris, et mon chef me l'avait dit, maintenant ça se fait sur place. Les charges, vous les faites vous-même, si je puis dire? Là, vous... Sur place. D'accord, parce que le biologiste. Ça, pour mettre en place l'allaitement maternel, les charges, là, il faut qu'elles soient très suivies. Hein. Les charges, elles se font une fois par semaine aussi au CHM, oui. D'accord. Bonjour, Kim Diallo, infectiologue à La Réunion. J'avais une petite question très pragmatique en fait, parce que c'est une situation difficile que vous avez, c'est des femmes jeunes, précaires, enceintes. Comment est-ce que, dans un endroit où il y a donc peu de moyens et un accès à l'eau qui est compliqué, comment est-ce que vous accompagnez en fait la prise en charge de l'allaitement chez ces femmes jeunes? Parce que c'est un enjeu vraiment prioritaire à la non-transmission du bébé. Enfin,
dans ces conditions, je suis admiratif. On n'a pas commencé, Kevin. Ne nous félicite pas de suite. Je reviens sur ce que je disais. On est très très frileux parce que. Je parlais de l'accompagnement en fait de l'allaitement artificiel avec l'eau. Donc c'est-à-dire l'achat du lait maternel et l'accès à l'eau sur un territoire qui est compliqué. Comment est-ce que vous les accompagnez pour pas justement qu'il y ait d'allaitement maternel? Alors on fait la première demande de lait maternisé auprès de la Croix-Rouge parce que la distribution du lait maternisé se fait principalement par la Croix-Rouge. En tout cas la version gratuite, associative. Après, il y a aussi la pharmacie de l'hôpital qui peut fournir une boîte par mois sous ordonnance pendant un certain temps. On s'assure en fait en les voyant de façon... On a un contact assez privilégié avec notre patientèle. On compte sur nos patientes pour nous prévenir si elles n'ont pas eu accès à leur boîte, s'il y a eu un souci, si elles n'ont pas été appelées. On fait énormément de relances pour qu'elles aient leur boîte, et puis de l'information sur les risques de l'allaitement maternel, et puis surtout de se rendre disponible et de leur dire si jamais il y a un couac, s'il y a un souci d'accès à la nourriture pour le nouveau-né, de vraiment se référer à nous pour qu'on trouve des solutions. Mais ça veut dire, ça représente d'être... Je veux la faire dire. Je suis sur Là, c'est bon. De volume, il n'y a pas, ça dit que vraiment le son et j'ai plus de micro. Bon, en tout cas, ça veut dire d'être très disponible et beaucoup dans l'écoute des besoins, mais c'est un grand défi, ouais. Merci pour cette excellente présentation. Merci pour cette excellente présentation. Donc, je voulais vous demander, Dia Köcher-Dianarman, je suis pédiatre. Je suis très intéressée par ce que vous avez dit, les dépistages chez les mères. Est-ce que quand vous le faites au premier trimestre et au troisième trimestre, il y a un counseling pré- et post-test ou c'est systématique auprès des femmes enceintes? C'est la première question. La deuxième question, quand vous avez dit que la distribution se fait de façon aléatoire pour les laits maternels et que c'est une boîte, parce que quand l'enfant il va grandir, une boîte à 6 mois, ça va, je ne sais pas comment la maman va faire, alors que nous savons que les risques de transmission avec l'allaitement mixte est supérieur au risque de transmission d'allaitement maternel exclusif. Donc je ne sais pas, c'est juste une question. Merci. Le micro, il marche, c'est bon. Alors, pour répondre à la première question sur le counseling, toutes les femmes enceintes dépistées dans le suivi de grossesse classique, donc par sérologie, dans tous les cas, il faut une confirmation sérologique. Donc, en général, l'annonce diagnostique et le counseling pré et post est géré par notre équipe à la confirmation diagnostique, au deuxième prélèvement. Pour ce qui est des nouveaux dépistages, et pareil, je fais référence à ce que M. Veloux du conseil départemental a dit ce matin. Donc encore la semaine dernière, on formait avec mes 2 collègues réunionnais 40 nouveaux trodeurs sur le territoire, dont une vingtaine d'agents de PMI, des agents d'accueil, et ce qui représente une avancée majeure dans le dépistage parce qu'on sait que c'est une patientèle qui est très touchée, donc les femmes en suivi de grossesse. Moi, j'insiste beaucoup sur l'importance de l'entretien pré- et post-test. Donc, c'est pas que un geste technique, c'est beaucoup plus. Et pour éviter justement de faire face à des gens qui sont traumatisés par leur expérience d'annonce, on insiste beaucoup sur le counseling pré- et post. Et nous, on refait derrière une couche supplémentaire pour être sûr que ce soit bien compris. Et pour ce qui est de la distribution aléatoire, effectivement, comme beaucoup de choses à Mayotte, les ressources sont assez inégales, fluctuantes. Donc que ce soit pour les bons alimentaires ou le lait maternisé, effectivement, c'est assez compliqué. Après, les femmes nouvellement mamans ont quand même 3 solutions, que ce soit l'ordonnance via le CHM, la pharmacie de l'hôpital, soit la distribution par la Croix-Rouge, ou encore de se procurer des boîtes du coup payantes à la pharmacie privée, ce qu'on essaie d'éviter le plus possible. Après, voilà, n'est pas exclu des erreurs de parcours qu'on ne saura probablement jamais.
C'est très 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 malheureux. Là encore, j'insiste sur se mettre à disposition de notre patientèle pour les aider le plus possible et puis qu'elles comprennent qu'on trouvera toujours une solution ensemble du moment où la problématique est soulevée par elles et qu'elles viennent en parler avec nous et pas garder la problématique à la maison. J'avais pas vu le X, pardon. Merci beaucoup Marie-Ève, merci beaucoup Aurélie. Merci à vous. Est-ce qu'on peut les applaudir s'il vous plaît ?